Bonsoir, je me présente Sophie Malavoie, directrice du Cœur des Sciences. Alors, bienvenue à cette causerie virtuelle sur le combat de la Covid-19. Depuis son apparition, le SARS-CoV-2 bouleverse nos vies, il bouleverse complètement nos vies, et nous avons tous et toutes envie d'en sortir. Mais comment s'en sortir? Alors, une chose est sûre, c'est que les scientifiques sont partis au combat pour y arriver. Et c'est un vrai combat. Et ça bouge sur le front, ça bouge beaucoup. C'est même rendu difficile de s'y retrouver avec toutes les nouvelles qui sortent dans les médias tous les jours. On ne sait plus, on entend parler de médecins, de médicaments, de vaccins. On ne sait plus. Alors ce soir, on vous propose de faire le point sur l'état des connaissances. Où en sommes-nous depuis le début de la pandémie? Que pouvons-nous faire? Alors, nous avons réuni pour répondre à toutes ces questions. Bon, qu'est-ce qui est devenu le coronavirus? Qu'est-ce qu'on a appris là-dessus? Les traitements. Est-ce qu'il y a des traitements qui commencent à fonctionner? Est-ce qu'on a trouvé une meilleure façon de se protéger? Savons-nous mieux prendre en charge les patients une fois rendus à l'hôpital? Et les vaccins, on en est où des vaccins? Quels sont les candidats les plus prometteurs? Puis même quand on aura un vaccin, comment va se dérouler la vaccination? Serons-nous capables de vacciner toute la population du Québec? Bref, autant de questions qu'on se pose tous et on va essayer d'y répondre ce soir. Alors pour cela, on a invité 4 experts et non les moindres. En fait, on a vraiment la chance d'avoir parmi les gens qui sont les plus informés, les plus au fait de la COVID-19 au Québec. On a vraiment une très, très belle brochette d'experts. Et je remercie en passant d'ailleurs le réseau Covid pandémie pour son immense collaboration. Parce qu'en fait, c'est simple, sans la collaboration du réseau, je ne pense pas qu'on aurait pu rassembler les experts que nous avons ce soir. Je remercie aussi les partenaires à la diffusion qui sont les Fonds de recherche du Québec et bien sûr aussi l'ACFAS. Alors maintenant, c'est très simple, quelques mots sur le déroulement, il est très très simple. On ne peut plus simple. Nous avons 4 invités qui vont parler à tour de rôle au début, une courte présentation, juste pour donner quelques éléments essentiels, nous présenter un peu les bases. Ensuite, on passe à la discussion. Discussion avec moi et discussion avec vos questions surtout. Alors, vos questions, vous les poserez par clavardage, avec la fenêtre de clavardage que vous connaissez tous maintenant. On est tous devenus des spécialistes de YouTube. Et ces questions me seront relayées et je vais les poser à nos panélistes qui vont pouvoir vous répondre et discuter autour de chaque question. Alors, une petite annonce pour commencer. Bon, on a l'activité de ce soir qui est une activité virtuelle, mais au Cœur des Sciences, en fait, on a toute une programmation virtuelle maintenant. Avant, c'était en présentiel, maintenant, c'est en virtuel. Alors, si ça vous intéresse, si vous voulez suivre les autres activités que nous préparons, qui ne seront pas toutes sur la COVID, on essaie d'avoir des sujets un peu variés aussi et pas toujours sur des drames. Donc, vous pouvez vous inscrire à la liste de diffusion du Cœur des Sciences. C'est très simple. Vous allez sur le site Internet. On va indiquer l'adresse du site Internet dans le clavardage et vous aurez votre adresse courriel à la colonne de gauche pour liste de diffusion. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne YouTube. Comme ça, vous êtes sûr, si vous faites les deux, vous ne manquerez rien. Un dernier petit message, et ce n'est pas le moindre en fait, c'est sûr que la COVID-19 nous force à faire des activités virtuelles, des activités gratuites, et pour nous c'est très important de les faire gratuitement. D'ailleurs, on remercie aussi le soutien du réseau COVID Pandémie qui nous aide pour ce soir. Mais de votre côté, vous pouvez faire aussi un petit geste. Si vous aimez l'activité de ce soir, ou si vous avez envie de nous soutenir, vous pouvez vous rendre sur le site du Cœur des Sciences et il y a un petit bandeau pour faire un don. Donc, tous les dons sont les bienvenus, les petits dons comme les grands dons. En fait, tout ce que vous pourrez nous donner peut nous aider à traverser cette crise, parce que c'est une crise sanitaire, mais c'est aussi une crise financière assez sévère pour les organismes culturels. J'en dis pas plus. Alors maintenant, je vais présenter notre première invitée, Nathalie Granvaux, qui est professeure au département de biochimie et de médecine moléculaire à l'Université de Montréal. Elle est chercheure aussi au Centre de recherche du CHUM. Et ce qui est aussi très important, elle co-dirige le réseau COVID Pandémie du Québec. Alors Nathalie, bon, vous pouvez nous parler un peu, qu'est-ce qu'on a appris sur le coronavirus? On a fait, nous, une cause virtuelle avec vous en mars pour faire le point de l'état des connaissances à ce moment-là. Depuis, ça a bougé beaucoup, beaucoup. Qu'est-ce que l'on sait? Et aussi pour les traitements. Est-ce qu'on commence à trouver des traitements efficaces? Alors, à vous la parole. Merci beaucoup, Madame Lavoie. Donc effectivement, on a eu beaucoup d'évolutions, en fait, de choses qui étaient des hypothèses à l'époque, la dernière fois qu'on s'était parlé, et je vais essayer de vous résumer, finalement où en recherche, on en est dans notre compréhension du virus et des traitements. Et puis ensuite, ça fera le lien avec ce que mes collègues vont faire, vont vous parler, en fait, pour, ce qui est plus, des patients. Donc, j'espère que vous voyez mon écran ici.
S'il y a quelque chose, vous allez me le dire, j'imagine. Donc en fait, effectivement, juste pour résumer, donc on parle bien du virus SARS-CoV-2 ici et qui est responsable de la maladie COVID-19 dont tout le monde a entendu parler. Donc, dans les 6 derniers mois, en fait, il y a un certain nombre d'aspects concernant le virus et la pathologie associée qui se sont, je dirais, clarifiés et certains de ces éléments, en fait, sont assez surprenants et en fait, quand on s'était parlé au mois de mars, on n'envisageait même pas certains des éléments dont je vais vous parler ici. Donc, globalement, tout le monde sait, je pense, peu importe nos connaissances en sciences, que le virus SARS-CoV-2 est un virus respiratoire. Et donc, en fait, on se contamine par le nez. Il y avait beaucoup de suppositions aussi de la contamination par la bouche en touchant des surfaces et par les yeux aussi, ce qui avait envisagé le port de visière pour protéger la transmission. La transmission majeure, maintenant, on sait que c'est quand même la voie principale, c'est une transmission aérienne. Ce que ça veut dire, en fait, vous entendez beaucoup de débats, on entend beaucoup de débats là-dessus sur est-ce que c'est des gouttelettes qui vont à 1 mètre, à 2 mètres, quel est leur diamètre, est-ce qu'elles sont toutes petites, est-ce qu'on appelle ça des aérosols ou pas? Je pense que ma vision de tout ça, c'est certainement qu'il y a beaucoup une question de sémantique. C'est quoi la définition scientifique? Mais ça, c'est un débat scientifique qu'on devrait faire entre nous. Je pense que ce que le grand public doit comprendre, c'est que la transmission se fait par les voies aériennes, peu importe la distance. Et en fait, quand je dis peu importe la distance, c'est que je pense que ce que les données actuelles nous permettent de dire, c'est qu'il faut en fait prendre le principe de précaution et se protéger de la contamination par les voies aériennes et notamment par le port du masque qui est notre meilleur allié actuellement en plus de la distanciation et bien entendu de se laver les mains comme on en avait déjà parlé et les gestes sanitaires qu'on nous a expliqués. En ce qui a trait au virus, qu'on a aussi accumulé comme données et ce qui, dans un sens, est assez rassurant, c'est que finalement, ce virus-là, beaucoup de gens savent que les virus mutent, notamment par rapport à ce qu'on sait sur le virus de la grippe, par exemple. Le virus SARS-CoV-2, en fait, c'est un virus qui mute de manière très faible comparé au virus de la grippe. Donc, on a majoritairement 2 souches dans le monde qui circulent mais son taux de mutation reste relativement faible, ce qui est, on pourra en discuter, des fois, pour certaines choses, une bonne, pour d'autres, une moins bonne nouvelle, mais c'est ce qu'on sait actuellement. Un des points aussi qui est assez clair aujourd'hui, c'est que les personnes qui sont asymptomatiques, et là encore, on peut parler un peu de sémantique, mais on pourrait dire présymptomatiques aussi. Donc, des personnes, avant qu'elles développent les symptômes, vont être capables de transmettre le virus à d'autres personnes. Et ça, c'est probablement le paramètre qui nous rend la vie plus difficile pour gérer la transmission. En fait, contrairement au SARS qu'on avait vu en 2003, où les symptômes étaient tellement flagrants, il n'y avait pas de personnes asymptomatiques, donc on pouvait isoler facilement les patients, ce qui n'est pas le cas ici, parce que des personnes qui ne se savent pas infectées peuvent transmettre le virus. Ce qu'on sait aussi, c'est que les cas sévères, en fait, on prédispose, en fait, l'hypothèse reste encore que une exagération de la réponse immunitaire est impliquée dans la pathologie de la COVID-19. On a encore des démonstrations à faire par contre là-dessus, mais il y a certainement une contribution de la réponse inflammatoire, comme on l'appelle, donc qu'on voit aussi sous le nom de syndrome cytokinique, qui est impliquée dans cette pathologie. Et en fait, je le précise parce que c'est important pour le fait que ce qu'on sait maintenant, c'est que oui, il y a des symptômes respiratoires, puis au tout début, en fait, on portait une grande attention à ces symptômes respiratoires par comparaison avec ce qu'on savait, par exemple, pour le virus de la grippe. Mais ce qu'on a appris, en fait, c'est que la pathologie de la COVID-19 a aussi des atteintes qui sont en dehors du système respiratoire et notamment au niveau cardiovasculaire et rénal aussi. Donc ça a changé la vision clinique et mes collègues en parleront par la suite, mais c'est clairement un virus qui ne touche pas que les poumons. On a aussi un élément qui est en cours de documentation, en fait, dont on entend de plus en plus parler et dont il va falloir tenir compte. C'est
on pense en tout cas qu'il y a des symptômes à long terme des gens qui ont eu la COVID-19, même si ce n'est pas une forme sévère. Même des formes avec des symptômes modérés, en fait, pourraient persister à long terme, en tout cas une certaine forme de fatigue, de certaines douleurs et une certaine incapacitation. Donc, il va falloir prendre ça en compte. Les questions qu'on se pose encore beaucoup, c'est quelle est l'immunité que les patients qui ont eu la COVID-19 développent? Est-ce qu'elle est suffisamment forte pour éviter une réinfection et combien de temps elle dure? Donc ça, c'est encore beaucoup de choses qui sont en cours de développement. Donc ça, c'est globalement, c'est les points importants que je pense qu'on a appris au cours des derniers mois sur le virus et sa pathologie. Si on en vient au traitement, c'est peut-être là où en fait les nouvelles n'ont pas été aussi bonnes qu'on aurait voulu en fait au cours des derniers mois, mais on a quand même des pistes qui s'en viennent intéressantes. En fait, je suis repartie de la diapositive que j'avais utilisée au mois de mars ou avril quand on s'était parlé, et euh, en fait, on avait plusieurs pistes pour des molécules antivirales. Je vais laisser mon collègue Dr Kobinger vous parler des vaccins plus tard. Mais pour les antiviraux, tout le monde a entendu parler de la chloroquine, hydroxychloroquine. Ce qui est clair à l'heure actuelle, c'est que les données qui ont été faites sur une large population montrent qu'il n'y a pas de bénéfice de cette molécule-là. Malheureusement, je dirais, parce que ça aurait été quand même quelque chose de bénéfique pour la population. On avait plusieurs autres molécules qui ont été développées dans le cadre d'autres infections virales ou pour d'autres applications initialement, comme le lopinavir, ritonavir, qui finalement n'ont pas donné non plus les résultats qu'on aurait voulu. Le remdesivir, en fait, c'est la première molécule antivirale qui a été approuvée au Canada contre la COVID-19. Et les essais, en fait, le premier essai sur un nombre de patients relativement large, a donné des résultats encourageants en montrant qu'il y avait une réduction de l'hospitalisation et du temps de récupération et aussi une réduction de la mortalité chez les patients qui avaient besoin d'oxygène. Donc, pas chez les patients très sévères, mais chez les patients qui avaient besoin d'un apport d'oxygène. Donc ça, les études plus larges, d'autres études sont encore à venir. On espère que ça confirmera, mais ces résultats-là sont quand même encourageants pour l'instant. Il y a ici également des essais en cours avec une autre molécule qui est bien connue dans le domaine antiviral, qui est l'interféron bêta. Et ça, c'est des études en cours. On n'a pas encore les résultats pour ça. Dans l'autre côté des traitements, donc là, c'est en fait les médicaments antiviraux, c'est pour empêcher le virus de se multiplier. Donc ça, c'est une classe de molécules qui sont testées. Puis de l'autre côté, je vous ai parlé juste avant du fait que la réponse immunitaire, la réponse inflammatoire était trop forte chez les patients qui avaient des formes sévères de la maladie. Et donc, bien entendu, il y a plusieurs projets qui ont voulu tester est-ce que des molécules anti-inflammatoires pouvaient avoir finalement un effet positif dans le traitement de la COVID-19. Donc, vous avez tous entendu probablement parler de l'essai avec la colchicine, qui est un essai qui a été initié ici à Montréal à l'Institut de cardiologie. Et en fait, l'étude est en cours, donc on n'a pas les résultats définitifs pour cette molécule-là. Il y a d'autres molécules qui avaient été testées dès le début, qui sont ce qu'on appelle des inhibiteurs de l'interleukine 6, et les résultats sont très variables d'une étude à l'autre, il n'y a vraiment pas de conclusion qu'on puisse faire. Par contre, on a plus récemment eu des résultats sur des corticoïdes, dont la dexaméthasone, et en fait, les essais initiaux qui ont été publiés donc sur cette molécule-là montrent une diminution significative de l'ordre de 30% en fait de la mortalité chez les patients qui ont des formes sévères ou qui en fait nécessitent soit de l'oxygène ou de la ventilation. Et puis, donc, on espère que ça, en clinique, ça va vraiment se traduire, mais c'est probablement le meilleur espoir qu'on ait. Et je pense que mon collègue clinicien pourra commenter là-dessus un peu plus tard. Les autres alternatives qui sont encore à l'étape de la recherche, dont vous avez certainement entendu parler, c'est ce qu'on appelle les plasmas convalescents. Donc, de prendre le plasma des patients qui ont eu la COVID-19 et qui sont guéris et essayer de les utiliser pour limiter en fait la pathologie chez les patients. Donc, il y a des résultats qu'on pourra discuter, mais c'est une voie de recherche, mais qui n'est pas encore complète. Et puis aussi l'utilisation dont vous avez certainement entendu parler très récemment avec les traitements
Donc ça a fait les manchettes avec les traitements de M. Trump sur l'utilisation des anticorps monoclonaux. Et là encore, les recherches sont en cours et c'est une voie de recherche dont on n'avait pas entendu parler au mois de mars. Donc on en est rendu là. Je pense que si on fait le bilan du côté traitement de la réponse anti-inflammatoire avec le dexaméthasone, c'est certainement quelque chose dans lequel on a beaucoup d'espoir pour améliorer l'état des patients qui ont une forme sévère. Merci beaucoup, Nathalie. Bon, c'est peut-être pas autant de bonnes nouvelles qu'on aimerait, mais bon, il y en a quand même une, au moins le dexaméthasone, qui est un peu... Donc maintenant, je vais passer la parole à Michael Chassé, parce qu'en fait, vous en avez un petit peu parlé, mais justement pour voir, il y a quelque chose dont on n'avait pas parlé en mars, quand on a fait notre première causerie virtuelle le 13 mars sur la COVID, c'est la prise en charge des patients. C'était trop tôt, et maintenant, il semble qu'il y ait de ce côté-là des bonnes... toute une évolution. Donc, je vais passer la parole à Michael Chassé, qui est professeur à la faculté de médecine de l'Université de Montréal. Il est intensiviste au centre hospitalier de l'Université de Montréal. Il est responsable scientifique surtout du centre d'intégration et d'analyse des données du CHUM. Donc, Monsieur Chassé, à vous la parole. Alors bonjour, bonjour tout le monde. Merci pour cette introduction et merci de l'opportunité de pouvoir discuter avec vous de la prise en charge de nos patients atteints de la COVID-19. Donc, j'ai quelques diapositives pour vous donner un peu un aperçu de l'évolution de la prise en charge des patients atteints de la COVID-19, surtout les patients les plus sévères qui sont hospitalisés. Donc, je vais aborder brièvement un peu les critères d'admission. Donc, quel genre de patients sont admis avec la COVID-19? Qu'est-ce qui a changé depuis le début de la pandémie? Je vais parler des familles. Les familles à l'hôpital, qui, à mon avis, comme médecin, ça fait partie du traitement. Les traitements avec l'oxygène. On a des machines aussi qui nous aident à traiter ces patients-là. Puis, il y a des médicaments que je vais vous parler brièvement. Comment on les utilise. Donc, premièrement, il faut se remettre un peu dans comment est-ce qu'on était, comment on se sentait, les cliniciens, les infirmières, les médecins, quand on voyait la pandémie venir. Il y avait une certaine crainte, une certaine peur, puis il y avait aussi un peu d'incertitude à savoir à quel point ces gens-là vont être malades, à quel point est-ce qu'ils vont être contagieux, est-ce qu'il y a un danger pour ma vie à moi, comme praticien, est-ce qu'il y a un danger pour ma famille, est-ce qu'il y a un danger, plein de dangers. Donc, c'est sûr qu'au début, on a pris des décisions qui étaient axées vraiment sur, je ne dirais pas la crainte, mais le désir de ne pas se tromper, le désir de protéger. Okay? Donc, au début de la pandémie, on admettait plus les gens. Quand on voyait des gens malades, dès qu'on avait le moindre doute quant à la sécurité de ce patient-là de retourner à la maison, compte tenu qu'on ne savait pas comment la maladie allait évoluer, souvent on les admettait à l'hôpital pour les surveiller, dans une chambre, tout seul, pour les surveiller. Puis on connaît des grandes précautions. Par contre, rapidement, on a eu beaucoup de patients soudainement, donc on a commencé aussi à avoir l'expérience de nos collègues dans d'autres pays, puis on a commencé à voir l'évolution de la maladie, puis on s'est dit, bon, finalement, c'est une autre infection respiratoire, que c'est une petite particularité, mais on sait comment traiter une infection respiratoire. Donc, on a commencé à revenir peu à peu vers nos méthodes, que je dirais, usuelles d'admission. Donc, un patient qui est malade, on l'admet à l'hôpital. S'il a besoin de soins qui nécessitent un hôpital, puis un patient qui est moins malade, qui n'a pas besoin de soins qui nécessitent un hôpital, on le retourne à la maison. Donc, maintenant, on pourrait dire que les patients qui sont admis il y a moins de patients qui sont admis pour de la surveillance uniquement. Ça peut arriver quand même chez des personnes fragiles, mais on ferait ça avec n'importe quelle autre maladie aussi. Une personne fragile qu'on a peur de retourner de façon sécuritaire à la maison, on va le garder à l'hôpital. Mais je pourrais dire que ça va changer. Même chose aux soins intensifs. Au début de la pandémie, on avait peur que ces patients-là se détériorent, puis qu'on ne savait pas trop à quelle vitesse ils allaient se détériorer, puis on avait peur d'en échapper. On n'avait pas que des patients qui décèdent littéralement sans qu'on ait vu venir la catastrophe. Donc, dès qu'on avait une vraie inquiétude pour un patient, donc des besoins d'oxygène qui augmentaient beaucoup, on les admettait immédiatement aux soins intensifs pour surveillance. Ça, c'était au début de la pandémie, mais rapidement, on s'est fait déborder. Donc, on a dû vraiment réviser nos critères. Puis on s'est rendu compte que ces patients-là se comportent aussi de façon similaire avec nos autres patients qui ont des maladies respiratoires et qu'on pouvait appliquer encore là des critères de sévérité au niveau de la respiration. Et maintenant, on les aide aux soins intensifs lorsqu'ils ont besoin de soins intensifs, donc de machines de thérapie plus avancées, ou les patients qui sont vraiment en train de s'accélérer
vers une détérioration. L'autre chose que je dirais, c'est qu'avant, à un moment donné, on ne savait pas quel genre de thérapie qui était dangereuse pour la propagation du microbe, du virus. Il y a certains de nos instruments qu'on se demandait si ça allait favoriser la propagation du virus. Donc, on les utilisait quand même, mais aux soins intensifs, juste parce que c'est un milieu plus contrôlé. Maintenant, on a beaucoup plus de données qui sortent sur nos différents instruments, puis il y a beaucoup de thérapies qu'on peut donner à l'étage usuel chez la plupart de nos patients, qu'on donne aussi maintenant chez les patients atteints de la COVID-19 à l'étage, parce qu'on sait maintenant que c'est sécuritaire. Les familles. Les familles, c'est probablement, à mon avis, la chose la plus déstabilisante. Oui, c'est déstabilisant d'avoir une pandémie, d'avoir un microbe qu'on ne connaît pas, mais ce qui est déstabilisant, c'est d'avoir à soigner des malades, surtout des malades critiques, pour avoir de famille avec nous pour discuter de la prise en charge. Au début de la pandémie, il n'y avait pas de visite. C'est interdit. Plus de famille qui rentrait à l'hôpital. Donc, on inclut des fins de vie. Annoncer des décès au téléphone, on fait ça excessivement rarement, puis au début, on est obligé de le faire. Un peu plus tard, on est plusieurs à s'être opposés, à essayer de trouver des solutions, à dire, bon, là, y a-t-il une manière, de façon sécuritaire, de permettre un certain niveau de visite? Et aussi de permettre aussi un certain contact. Donc, on a acheté des iPads, des téléphones, la routine d'appeler les familles à tous les jours pour donner des nouvelles. On a réussi à négocier des accès aux patients lors des soins de fin de vie. Donc, on s'est mis à progressivement relâcher un peu les restrictions. Au courant de l'été, c'est revenu presque à la normale. C'est-à-dire que oui, on tenait des registres des visites, mais on avait plus de possibilités pour permettre les visites. C'était plus restreint chez les patients atteints de la maladie, mais chez les patients non atteints, il y avait beaucoup plus de liberté. Malheureusement, dans les dernières semaines, on a un retour des hospitalisations. Et là, on a certaines directives qui recommencent à être très restrictives, tout récentes, les derniers 48-72 heures. On est plusieurs à être inconfortables présentement à revenir en arrière sur la restriction des visites. Donc, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a beaucoup de gens présentement qui se penchent sur la question de quels seraient les protocoles et les choses acceptables, sécuritaires pour permettre des visites dans l'hôpital auprès des patients malades, en réduisant au plus possible les chances d'éclosion dans notre hôpital. Maintenant, l'oxygène. On parle beaucoup d'oxygène avec la COVID-19. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on n'a pas de traitement curatif, ce qu'on fait comme médecin, c'est qu'on supporte les gens. Donc, on leur donne des traitements qui vont permettre au corps de battre la maladie. Donc, on fait juste permettre au corps de se guérir tout seul, en fait. Puis, ces traitements-là, c'est des machines d'oxygène, des traitements pour protéger les patients. Donc, l'oxygène, c'est la thérapie de base. Donc, un patient qui se détériore au plan pulmonaire avec la COVID-19, c'est vraiment la première chose qu'on va administrer, c'est l'oxygène qu'on donne par le nez. Il y a plein de dispositifs. Puis, il y a des dispositifs qui commençaient à être utilisés en soins intensifs depuis plusieurs années. En fait, qu'on parle entre autres de la lunette nasale à haut débit, on hésitait beaucoup à utiliser au début de la pandémie parce qu'on avait peur justement que ça favorise la propagation du virus. Mais c'est une machine qui est non invasive, donc qui n'est pas difficile. Vous voyez la photo d'un adulte et d'un bébé qui l'ont dans le visage. C'est un peu plus grosse, qui pousse de l'air, qui est très confortable et qui nous permet d'éviter des intubations en général dans la vie quotidienne avec les autres virus. Et maintenant, on l'utilise énormément en COVID-19, les patients atteints de la COVID-19. Et même, les premières évidences qui commencent à sortir, c'est que ça pourrait réduire les risques d'intubation, donc d'avoir besoin de machines pour passer au travers de la maladie. Les machines. On entend parler beaucoup des machines. Ce qu'on entend, c'est que les machines, ça tue. Ou les machines, à cause de la machine, le patient est décédé. Je veux rassurer les gens, la machine, elle sert à supporter un patient qui a besoin d'une machine. C'est-à-dire, on met une machine quand le patient ne peut plus respirer, et si on ne met pas la machine, le patient va décéder. Donc, c'est pas parce c'est pas l'inverse, c'est pas la machine qui fait que le patient décède, c'est qu'on met une machine parce que le patient va mal, puis il a besoin d'aide. OK? Ceci étant dit, la raison pourquoi il y a cette croyance-là que la machine, des fois, ne sert à rien, elle est vraie. Au début de la pandémie, il y a eu certaines recommandations dans certains pays qui étaient de mettre la machine un peu plus tôt que d'habitude pour prévenir la propagation du virus. Je dois dire que ça s'est fait un peu pendant quelques jours, quelques semaines, mais rapidement, on s'est rendu compte que ça ne fonctionnait pas. Okay? C'est-à-dire, moi, je l'ai fait une fois à un patient, j'ai mis la machine, puis après 24 heures, je me suis dit, ce patient-là n'a pas besoin de machine. Et ce qui est arrivé, c'est qu'on l'a enlevé.
patient était correct après. Là. Donc, puis là, rapidement, on est revenu avec nos indications usuelles. Donc, je pourrais dire quelques jours, quelques semaines au début, on n'était pas certain du meilleur timing, là, du meilleur moment où l'utiliser. Puis après ça, on s'est dit, non, on revient comme d'habitude. On sait quand est-ce d'utiliser une machine, on revient aux indications habituelles. Donc maintenant, on peut être tolérant. Un patient qui a besoin d'oxygène, on va essayer d'autres interventions, la lunette nasale à haut débit, les positions différentes du patient. Puis, si jamais il n'est plus capable de respirer par lui-même, puis on a besoin d'une machine pour l'aider, on va utiliser la machine comme on le ferait pour une autre infection des voies respiratoires, comme une pneumonie ou la grippe ou un autre virus. Vous avez peut-être entendu parler aussi de positionnement sur le ventre. Okay? On entend, on dit hey, c'est quoi l'histoire? C'est pas grave de se mettre sur le ventre. Je fais ça le soir, moi je me couche sur le ventre dans mon lit. Nos soins intensifs, quand on a un patient qui est sur une machine avec des tuyaux qui est partout, c'est pas simple à faire. Mais on a aussi des évidences que chez les patients qui ont des maladies respiratoires sévères, quand on les couche sur le ventre un certain nombre d'heures, on les retourne sur le dos, on les retourne sur le ventre, puis on fait ça de même. Ça améliore plusieurs issues cliniques, au moins dans d'autres maladies respiratoires, et on l'utilise beaucoup avec la COVID-19. Donc, si jamais vous avez un de vos proches aux soins intensifs, ne soyez pas surpris, c'est possible qu'on vous dise ou que vous voyez, si vous avez le droit de visite, que votre proche soit couché sur le ventre dans son lit d'hôpital, même s'il est dans le coma. Il appelle ça le décubitus ventral en passant, pour si jamais vous entendez le terme médical. Je ne vais pas aller en détail sur les médicaments. En fait, moi, comme chercheur et clinicien, ce que je vous dis, c'est que pour l'instant, on n'a pas de traitement qui fonctionne sauf un. Okay? C'est-à-dire en clinique, à mon avis, sauf dans des essais cliniques, donc dans un contexte de recherche, il n'y a aucune des molécules qui a été présentée qui devrait de façon routinière. Il peut toujours y avoir des exceptions pour des cas précis de patients qui vont être évalués avec des spécialistes, mais de façon générale, on ne recommande aucun traitement médicamenteux, sauf un, qui est la dexaméthasone, qui est un anti-inflammatoire, un glucocorticoïde, qui est utilisé pour plein d'autres maladies depuis des décennies, une vieille molécule, qui a montré les bénéfices de survie chez les patients plus sévères, donc les gens qui ont l'oxygène ou qui ont besoin de machines pour respirer. Le rappel que je fais à chaque fois que je présente, c'est ne pas l'utiliser, s'il vous plaît. Prenez pas de décadron si vous n'avez à la maison, là, si vous n'êtes pas trop malade. Parce qu'il y a des effets secondaires aussi. Donc, on l'utilise seulement chez les gens qui ont la forme sévère de la maladie, donc besoin d'oxygène. Donc, en résumé, ce qui a changé au plan des traitements, c'est que maintenant, on est un peu plus à l'aise avec les risques. On connaît un peu mieux les risques de transmission, comment l'empêcher, comment se laver les mains, quelles masques prendre, quelles procédures sont plus à risque que d'autres. On a clarifié, on a plein de traitements en médecine, puis là, on a clarifié comment appliquer nos traitements usuels aux patients qui ont la COVID-19. On a aussi réussi à mettre en place plein d'essais cliniques. Donc, si vous venez dans des hôpitaux présentement avec la maladie, ça se peut qu'on vous approche pour des essais cliniques. S'il vous plaît, considérez sérieusement participer parce que c'est comme ça qu'on va avoir des réponses définitives. Puis, l'autre chose je pense qu'on est mieux, là, c'est l'ajustement du système. Okay? Il y a encore plein de choses à améliorer, mais là, le système est de plus en plus adapté à recevoir cet afflux de patients. C'est sûr que s'il y en a trop, on va encore déborder, mais au moins, là, on a des procédures en place, on a des protocoles, on a des manières de protéger les familles, les patients, les pratiquants. Donc, ça, c'est encourageant aussi. Donc, ce que je mettais comme image, c'est la lumière au bout du tunnel. Elle est petite encore, mais on commence à la voir, à mon avis. Merci. Merci, Michael. Il y a au moins une petite... Moi, je retiens la petite lumière au bout du tunnel. Je m'accroche à ça. Alors, bon, dans le combat contre la COVID-19, c'est sûr que l'arme ultime, c'est le vaccin. On ne pouvait pas faire le point sans parler des vaccins. C'est pour ça qu'on a invité Gary Kobinger, qui est connu, vous le connaissez tous. Bon, lui, en vaccin, bon, c'est vraiment quelqu'un qui est reconnu internationalement. Il a même co-développé le vaccin contre le virus Ebola. Et il a développé aussi des traitements efficaces contre Ebola. Donc, il est professeur au département de microbiologie, infectiologie et d'immunologie de la faculté de médecine de l'Université Laval. Il est titulaire de la chaire de recherche du Canada en immunothérapie et plateformes vaccinales innovantes. Donc, professeur Kobinger, on en est où dans les vaccins? Est-ce qu'on va en voir un jour? Et d'après vous, quelles technologies, parce qu'il y en a plusieurs, sont les plus prometteuses? La dernière question que je réponds jamais,
mais je vais essayer de vous mettre les plus prometteurs. Ça, c'est une perception personnelle que je pourrais discuter avec plusieurs collègues, puis on pourrait tomber d'accord ou non sur certaines plateformes. Mais ce que je vais vous dire, par contre, c'est que, comme tout le monde se rend compte, ça va très vite, le développement de vaccins. Ça n'a jamais été aussi vite depuis l'histoire de la vaccination. Le premier vaccin en 1797. Et donc, je pense qu'on va voir des vaccins émerger bientôt, à tout le moins pour des populations spécifiques, par exemple les travailleurs de la santé, les personnes plus vulnérables à une infection sévère, etc. Je pense qu'on me pose souvent la question qu'est-ce que j'en pense en termes de quand on va voir ça apparaître. Au niveau de la population, moi je dis printemps-été 2021. Tant mieux si c'est avant. Moi, j'espère que ça va être avant. Je pense que ce qu'on va voir, c'est des vaccins qui vont être mis à la disposition justement de populations ciblées avant, peut-être même avant Noël, mais certainement au début de 2021. Mais de voir une mise à la disposition de vaccins au niveau de la population, je pense que ça va prendre un peu plus de temps. Il faut juste pour vous donner des chiffres, la plus grosse compagnie qui peut produire le plus de vaccins présentement, ou les plus grosses compagnies, c'est dans l'ordre d'1 milliard de doses par année. Dans un vaccin, si on a besoin de 2 doses, on vient de comprendre qu'on tombe à 500 millions de personnes, ce qui est énorme, mais 1 an, c'est long. Si on dit qu'il faut à peu près 4 milliards pour avoir une couverture de 50 de la population humaine, on est rendu à 8 ans. Et 8 ans, c'est trop long. C'est pour ça que, et là, vous venez tout de suite de comprendre que le but, c'est pas d'avoir seulement un vaccin, mais plusieurs vaccins sécuritaires et efficaces pour que, justement, comme ils emploient pour la plupart des méthodes et des endroits en termes de production de vaccins différents. Donc, on peut à ce moment-là combiner les capacités de différentes compagnies et de différents sites pour arriver à des chiffres qui sont plus élevés. Il faut quand même se rendre compte, malheureusement, que ça va être difficile d'atteindre la population mondiale, même à 50 et que c'est probable que ça puisse prendre au moins 2 ans avant qu'on y arrive. Il va y avoir toujours des populations qui vont être plus difficiles à rejoindre ou aussi pour les doses, ça va être plus difficile à produire. Cela étant dit, il faut se concentrer sur y aller une étape à la fois. Déjà, de pouvoir protéger, déjà d'avoir un vaccin sécuritaire en premier et efficace, ça va être une grande victoire. Moi, j'y crois. En passant, les coronavirus, ça évolue pas beaucoup comparativement à bien d'autres virus et c'est pas très difficile à contrôler comparativement à bien d'autres virus d'un point de vue de vaccination. Cela étant dit, il faut le faire quand même. Ça n'a jamais été fait. Il y a eu des vaccins qui sont allés jusqu'en phase 1 avant pour le SRAS. Maintenant, on est déjà rendu en phase 3. Incroyable en 8 mois qu'il y ait des phases 3 qui soient si avancées. Il faut quand même peut-être garder les espoirs aussi au niveau rationnel. Il y a plusieurs phases 3 qui sont, par exemple, 10 000 personnes, des fois 60 000 personnes. Mais gardez à l'esprit que 10 000 personnes, si on veut détecter un effet secondaire sévère, même 1 dans 10 000, ce qui serait inacceptable en passant pour une vaccination, parce qu'on est rendu à 100 par million. Si on vaccine, vous comprenez, 100 millions, ça commence, les chiffres vont trop haut. On a une tolérance très faible aux effets secondaires dus à la vaccination. D'un autre côté, il ne faut jamais oublier que dans la balance, il y a la vaccination et les effets secondaires de la vaccination, mais il y a aussi la maladie et les effets secondaires de la maladie à long terme, sans compter la mortalité, sans compter les maladies sévères où les gens, on vient d'en entendre parler, se retrouvent aux soins intensifs. Donc, je pense que somme toute, honnêtement, il y a beaucoup de travail qui a été fait, qui est en train d'être fait. On voit des études cliniques qui sont mis en pause. C'est normal. Ça arrive, ça fait partie des études cliniques d'avoir des études en cause. Je vais vous donner un exemple. Nous, on a fait une étude clinique dans une population de 65 ans et plus. La moyenne d'âge était de 72 ans. Ça allait jusqu'à 80 et quelques années. Je me souviens plus, je pense que le plus vieux était 87 ans. Mais il y a un des participants, à un moment donné, qui est mort d'un arrêt cardiaque. Il y a eu une pause. C'est une étude de vaccin influenza. Il y a eu une pause, mais
n'a pas été très long. Puis à un moment donné, la conclusion, ça a été que l'arrêt cardiaque n'était pas relié à la vaccination. Mais il faut faire la pause, il faut faire l'enquête. C'est pour dire que surtout quand on est dans des populations âgées, il y a quand même un taux de mortalité qui existe naturel, qui n'est pas relié à la vaccination. Il faut décortiquer tout ça. Donc, la première question quand on a des pauses, c'est est-ce que, le participant est dans le groupe contrôle, placebo, ou dans le groupe vacciné? Est-ce qu'après ça, selon la présentation clinique, est-ce que cette pathologie peut être possiblement en lien avec la vaccination? C'est là où ça devient beaucoup plus difficile à déterminer par les comités, mais c'est vraiment des gens des experts fantastiques qui sont sur ces comités-là. Donc, on peut avoir, je pense, une grande confiance que les vaccins qui sont en train d'avancer, que toutes les étapes sont en train d'être faites malgré la vitesse. En fait, pourquoi on peut aller si vite? C'est parce qu'il y a des ressources énormes qui sont mises dans le développement de vaccins. On n'attend pas d'avoir les résultats de la phase 1 avant de soumettre une phase 2, ce qui serait une chose normale. On commence le travail pour la phase 2 avant même d'avoir les résultats. Évidemment, ça implique beaucoup de ressources et surtout pour la phase 3. Quand on commence à installer une phase 3 avec 10 000 jusqu'à 60 000 personnes pour Johnson & Johnson, c'est beaucoup de ressources, beaucoup de sites cliniques à supporter, beaucoup de gens à supporter. Donc, c'est vraiment massif à ce niveau-là. Je vais prendre 2 minutes pour vous expliquer un peu quand même comment ça s'est déroulé tout ça. De mon point de vue de maladies infectieuses émergentes, réémergentes, c'est important parce que c'est des choses qui vont continuer d'arriver. On ne sait jamais quand, on sait que ça va arriver, c'est tout ce qu'on sait. Et que vous allez voir, je crois, maintenant avec ce qu'on voit, les dégâts que ça peut faire, plus que jamais, je pense qu'on va se mettre à développer, on a déjà commencé, mais ça va continuer à développer des outils qui permettent de répondre plus rapidement. Donc, c'est un miracle qu'on soit aussi avancé avec un vaccin en 8 mois, 9 mois, mais en fait, le mieux, ça serait qu'on soit déjà en bout de ligne, à la ligne d'arrivée à l'intérieur de 3 mois. C'est vraiment ce qui aiderait le plus. Si vous imaginez un pathogène qui tue 30 à 50 puis sans monter plus haut, là, vous vous rendrez compte que si 8 mois, c'est trop long, qu'il faut mettre des efforts pour développer des technologies. Donc, je vais juste récapituler rapidement comment ça s'est passé un peu. Donc, le 31 décembre 2019, le premier rapport de la Chine vers l'OMS pour décrire un peu plus d'une vingtaine de maladies respiratoires d'un cluster. Ce qui était intéressant à ce moment-là, c'est que, puis c'est pas de mettre le blâme sur personne, au début des éclosions comme ça, en passant des alertes, il y en a des sérieuses comme ça à peu près 1 ou 3 mois. La plupart ne débouchent pas sur une pandémie mondiale. Et donc, il faut prendre ça d'une façon équilibrée. Mais pour tout ça, vous dire que les premiers rapports, c'était qu'il n'y avait pas de transmission d'humain à humain et qu'il n'y avait pas de personnel de la santé qui était tombé malade, qui avait été infecté. Ça, c'est vraiment un gros point d'importance parce que les personnels de la santé, malheureusement, sont un peu comme les canaris dans la mine. Et quand on a un pathogène qui se transmet facilement, c'est eux en premier, normalement, qui se retrouvent aussi malades. Et donc, ça a duré comme ça plusieurs semaines avant que finalement ça se clarifie que oui, ça se transmettait d'humain à humain et qu'il y avait des personnes de la santé qui étaient infectées. De là, on est passé, on a évolué. Janvier, février, mars, les premiers rapports ou les premières indications que le port du masque serait bénéfique. Première étude, d'ailleurs, un peu indirecte, mais quand même. En passant, c'est là où on a malheureusement manqué l'autobus à plusieurs endroits, où le port du masque, en fait, a été même dit que ça allait rendre des choses pires. Alors que je pense qu'il y a plusieurs sources qui essayaient de dire, essayez de surtout ne pas prendre les masques du personnel de la santé. Ce qui a été dit au niveau des comités conseils, je peux vous le dire, c'est que si le message de santé publique, c'est qu'il n'y a pas assez de masques pour le personnel de la santé, c'est ça le message de santé publique. Puis ça veut dire, on peut vous montrer peut-être comment faire des masques à la maison. Mais comme vous savez, et c'est facile de regarder derrière puis de voir ce qu'on aurait pu faire de mieux. Mais quand on est dans le feu de l'action, c'est plus difficile. Et ce qui est important, c'est que les choses se sont beaucoup améliorées. Et donc, une chose qui s'est très bien passée au Canada grâce au système de santé, c'est qu'on a un système de santé à accès universel. Et ça, c'est un peu mon opinion à moi, mais la gestion provinciale était une force réelle parce que les provinces ont réagi plus vite et ont réagi
aussi en équilibre avec leur propre environnement. On a vu plus de cas au Québec qu'ailleurs. On a vu moins de cas dans d'autres provinces. Les réponses ont été plus fortes au Québec, honnêtement, et avec raison, et de mon point de vue. Il y a eu un deuxième autobus qui a été manqué, c'est celui des voyages. Le Canada a pris beaucoup de temps avant de minimiser, de restreindre les voyages. En passant, l'OMS, je pense qu'il est encore sur le comité conseil, hein, je peux le dire. Je pense que malheureusement, c'est sur leur site web, ils recommandent encore de ne pas restreindre les voyages. Maintenant, on est rendu tellement plus loin, on est rendu à réouvrir, en fait, et comment on va réouvrir les voyages internationaux et les voyages nationaux, etc., etc. Bref, ce qui s'est vraiment bien passé ici, c'est le diagnostic, la réponse rapide des provinces et adaptée à leur environnement, et un système de santé qui privilégie et qui favorise l'accès aux soins de santé pour les gens. Ça, vous vous rendez peut-être pas compte, mais il y a beaucoup d'endroits dans la planète où il faut payer et les gens sont inhibés. Ils ont peur d'y aller. Même quand ils se font dire que ça va être gratuit, ils ont peur que peut-être le test va être gratuit, mais après ça, ils vont payer. Et donc, on a eu beaucoup de chance ici, puis je pense que ça a favorisé, honnêtement, le fait qu'on s'en sorte définitivement mieux qu'aux États-Unis, par exemple. Donc, ça, c'était vraiment terminé en 30 secondes. On a eu une première vague, on attendait la deuxième, on est dedans, on est au début. L'Europe est vraiment passée, vraiment dedans. Leur deuxième vague est plus important que la première. Mais ce qu'on voit de très positif, c'est que le taux de mortalité est beaucoup plus faible dans leur deuxième vague. Leur taux de mortalité est à peu près équivalent au plus bas de leur nombre de cas. Et même aussi au Canada, quand vous voyez que là, ça commence à monter, mais les taux de mortalité sont encore beaucoup plus bas. Il y a de l'amélioration au niveau de la prise en charge clinique, il y a de l'amélioration au niveau épidémiologique, il y a de l'amélioration au niveau des laboratoires, de la rapidité des diagnostics, il y a de l'amélioration à plein de niveaux. Mais ce qui est aussi vraiment important de noter, et c'est l'amélioration de la population, le port du masque, le suivi des messages de santé publique, lavage de mains, distanciation, c'est les gens qui font une grosse différence. C'est une des hypothèses majeures. En fait, ce qui arrive, c'est que les gens sont exposés avec des doses de virus plus faibles et développent moins de maladies sévères. Et voilà, je vous laisse avec ça. Donc, je pense que, évidemment, pas je pense, c'est certain, on passe à travers et ça va s'améliorer. Ça s'améliore déjà, donc on est sur un bon mouvement. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Gary. C'est vraiment d'avoir fait lancer la table. Il y a beaucoup de points que vous avez soulevés. On aura le temps de revenir peut-être plus en détail sur les vaccins ou sur exactement plein de choses et sur justement la deuxième vague qui apparaît moins mortelle que la première. Mais avant, je vais passer la parole à Paul Le Guerrier. Parce que justement, on parle des vaccins, vous dites qu'il y en a un qui va arriver bientôt, il sera peut-être disponible plus aux gens du système de la santé. Donc, voir un peu comment ça se passe la vaccination. Comment s'établissent les priorités, comment on planifie une vaccination de masse et est-ce qu'on est capable, parce que j'ai entendu beaucoup de gens qui se posent des questions, est-ce qu'on sera capable de faire une vaccination de masse? Est-ce qu'on a le personnel? Est-ce qu'il faut habiliter les pharmaciens? Bref, je vais passer la parole à quelqu'un qui est vraiment responsable de cette question-là pour la santé publique, Paul Le Guerrier. Il est professeur de médecine sociale et préventive à la faculté de médecine de l'Université de Montréal. Vous êtes médecin conseil au service infection et intervention dans la communauté de la Direction régionale de la santé publique du CIUS, du centre-sud de l'île de Montréal. Bon, c'est assez long comme présentation. Mais donc, en fait, c'est vraiment la question qu'on vous pose. C'est quand on aura un vaccin, ça va se passer comment? Et d'abord, j'imagine que chaque personne aura-t-elle un seul vaccin ou elle aura un mélange des vaccins choisis par le Canada? Bonsoir, merci pour cette présentation. Effectivement, le nom de notre CIUS est très long. Alors oui, j'aimerais vous parler de la vaccination contre la COVID-19, comment ça pourrait se passer. Juste avant, je voulais vous parler des objectifs que le Canada avait mis de l'avant dans un plan d'intervention qui est sorti cet été, je crois, puis ça s'applique tout à fait pour la vaccination. D'abord, c'était de réduire au minimum l'ensemble des maladies graves et des décès. Donc, on espère que la venue d'un vaccin pourra justement nous aider à réduire le nombre de décès chez les personnes âgées. Puis de deux, c'est de réduire au minimum les perturbations sociales, y compris le fardeau sur les ressources en soins de santé. Pour nos gouvernements, c'est un équilibre très difficile, la santé versus l'économie. Donc, les vaccins, c'est une avenue qui est prometteuse. Alors, quand on parle de santé publique, c'est toujours très difficile pour les gens de comprendre c'est quoi la santé publique. Monsieur, est-ce que vous pouvez mettre en plein écran pour un diaporama pour qu'on puisse voir toutes vos diapositives en grand?
Mes Voilà, excuses. impeccable. Merci. Alors donc, oui, je vais retourner en arrière. Donc, quand on parle de santé publique, les gens se confondent. C'est assez compliqué, mais dans le fond, je voudrais juste simplifier la chose. Il y a plusieurs paliers à la santé publique. Je commence toujours cette petite présentation en disant que l'OMS est là dans ce palier de la santé publique. Il coordonne des activités internationales, gère depuis 2003, depuis la première éclosion de SRAS, les pandémies, orchestrent des ripostes. Donc, ils sont très présents et ont des discussions avec différents gouvernements, dont le Canada. Au Canada, au palier fédéral, on a donc Santé Canada et l'Agence de santé publique du Canada. Et ensuite, on a le palier provincial qui, dans le fond, se résume au ministère. Il y a comme 3 niveaux. Il y a vraiment l'Institut national de santé publique qui est un lieu de savoir. Ils produisent beaucoup de documents. Il y a aussi le directeur national de santé publique qui est impliqué avec ses équipes. On le voit souvent à la télévision au Québec. Puis, il y a aussi le palier régional qui se trouve être dans les CIUS et les directions régionales de santé publique. Il y a 18 directions régionales de santé publique au Québec. Donc, c'est le palier régional et le palier local avec les CIUS et les établissements non fusionnés dans certaines régions, comme le CHUM. Puis ça vaut pour l'Organisation de la santé publique au Québec. Dans d'autres provinces, l'Organisation de la santé publique peut être un peu différente, mais il y a toujours ce 3 niveaux de paliers au Canada. Donc, les rôles et responsabilités, je vais y aller très rapidement. Santé Canada, puis bon, toutes ces organisations font beaucoup plus que ce que j'ai écrit dans mes diapos, mais c'est juste sur la vaccination. Santé Canada, responsable des produits immunisants, de l'homologation, donc d'assurer que le produit qu'on va injecter dans les gens est sécuritaire, comme le professeur Cobbinger a dit. Donc, c'est eux autres qui autorisent les essais cliniques sur le territoire qui portent sur l'innocuité, donc s'assurer que le vaccin est sécuritaire et efficace. Ils ont mis en place un groupe de travail sur le vaccin contre la COVID qui aide le gouvernement à se pencher sur lesquels qu'on devrait possiblement acheter, quels sont comment est-ce qu'on devrait s'approvisionner en vaccins. Ensuite, au Canada, on a aussi le Comité consultatif national de l'immunisation qui agit à titre d'expert pour les essais cliniques, mais aussi pour tous les vaccins au Canada. Hein. Mais pour la vaccination COVID-19, eux vont se pencher sur quel groupe va devoir recevoir le vaccin si on n'a plus de vaccin en début, donc l'identification des groupes cibles. Puis, ils pourraient formuler des recommandations pour l'utilisation des vaccins qui vont être homologués un jour au Canada. Au niveau provincial, on a le Comité d'immunisation du Québec, qui est l'équivalent du Comité consultatif national de l'immunisation. Donc, encore, identification des groupes, formulation des recommandations. Et on a notre ministère de la Santé et des Services sociaux qui planifie les orientations nationales, les priorités. Elle va élaborer des chapitres sur notre protocole d'immunisation du Québec qu'on peut retrouver sur Internet, qui va mettre en place la vigie, la surveillance, va surveiller les effets secondaires de la vaccination, ce qu'on appelle les manifestations cliniques inhabituelles, puis peut jouer aussi un rôle dans la distribution des vaccins. Enfin, au niveau régional, on a les directions de santé publique, il y en a 18, comme je vous ai dit. On a des orientations générales, régionales. On est responsable de former les vaccinateurs si c'est nécessaire. On le fait régulièrement, par exemple, à chaque année pour l'influenza. On peut les soutenir dans l'élaboration de lignes directrices, comment mettre en place des cliniques. On peut être impliqué dans la gestion et la distribution des vaccins, mais ça se pourrait aussi que dans la COVID, ce soit les compagnies pharmaceutiques eux-mêmes qui livrent directement les vaccins de la manufacture au site de vaccination. C'est sûr qu'on va faire de la surveillance, du monitorage des effets possibles secondaires. C'est comme on continue les phases cliniques. Quand on vaccine des gens, on veut toujours suivre un peu comment la population réagit à la vaccination, si elle est efficace, si c'est toujours sécuritaire. Puis, comme on avait fait ici à Montréal, on a mis en place une brigade de la prévention et du contrôle des infections dans les centres hospitaliers de soins de longue durée. On pourrait développer une brigade pour s'assurer que les centres de vaccination de masse, s'il y en a, ou les centres de vaccination qui vont être mis en place, vont être optimisés, sécuritaires. Les CIUS ici,
donc les centres universitaires et intégrés de la santé et des services sociaux, c'est eux qui vont mettre en œuvre le déploiement de la vaccination. C'est eux qui vont être responsables de trouver des locaux et de trouver du personnel pour offrir la vaccination. Et la même chose pour les établissements non fusionnés comme le CHUM ou le CUSUM. Il y en a 5 à Montréal, il y en a plusieurs à Québec, il y en a d'autres en Montérégie. Donc, ils vont être responsables de vacciner le personnel de leur établissement et les patients qui sont encore à l'hôpital. Donc, le problème de planifier une vaccination contre la COVID quand on n'a pas les vaccins, quand on ne sait pas quels vaccins vont arriver en bout de ligne, c'est très difficile. Donc, il y a encore beaucoup d'inconnus pour l'instant. On ne sait pas quels vaccins vont être utilisés. Ça se peut qu'on ait plusieurs types de vaccins à gérer simultanément. On commence à avoir une idée, selon les vaccins, du nombre de doses. En général, c'est 2 doses. Il y en a qui sont 1 dose. Donc, on ne sait pas quand est-ce qu'il va arriver. Je suis d'accord avec le professeur Cobbinger. Ça ne risque pas d'arriver avant le premier trimestre de l'année 2021. Est-ce que les vaccins vont être interchangeables? Probablement pas. Encore la question de l'immunité, la durée d'immunité de ce vaccin. Quelle est l'efficacité vaccinale? On espère qu'elle va être assez bonne. Probablement qu'elle va être très bonne parce que les instances sanitaires ne permettraient pas que le vaccin soit déployé. Et encore, qui sera les groupes cibles? Je peux rapidement dire que s'il y avait très peu de vaccins, on entend parler que, par exemple, ce seraient les personnes les plus à risque de développer des complications de maladie qui seraient visées d'abord, et ça a un gros bon sens. Il y a aussi de nombreux enjeux associés à ces vaccins. Il y a quelques vaccins qui vont devoir avoir des températures très froides, comme moins 80, peut-être moins que ça, moins 20. Est-ce qu'on va avoir besoin de réfrigérateurs particuliers? Je ne crois pas que c'est un obstacle majeur, mais il faut planifier tout ça. Comme j'ai dit tantôt, possibilité de livraison directement des manufacturiers au site de vaccination pour éviter des pertes de produits. Et puis, il faut surveiller les manifestations cliniques de ces nouvelles technologies. Par exemple, il y a quelques vaccins avec un ARN messager, donc intéressant, mais il faut les suivre. Pour avoir une idée de comment pourrait se passer la vaccination contre la COVID, on peut regarder un peu ce que les CIUS sont en train d'actuellement mettre en place pour la saison grippale 2021. Donc, j'ai eu une conversation hier avec des gens qui sont en train de préparer la saison grippale et justement, il y a 3 stratégies qui sont à Montréal, en tout cas, qui sont en train d'être mises en place, c'est-à-dire que dans les CIUS, il va y avoir des endroits où vous allez devoir prendre un rendez-vous et vous allez vous rendre. Donc, ça va éviter les foules, ça va permettre de mettre en place toutes les mesures d'hygiène contre la COVID qu'on connaît. Donc, ça va être sur rendez-vous. Il y a aussi, contrairement peut-être, on va mettre davantage cette année, on va impliquer davantage les groupes de médecine familiale. Encore là, sur rendez-vous probablement. Donc, les médecins de famille vont être impliqués davantage dans la saison grippale, la vaccination. Et cette année, les pharmaciens vont pouvoir aussi vacciner. Dans les années passées, c'était des pharmaciens qui engageaient des infirmières, mais là, les vaccins pourraient eux-mêmes vacciner ou engager des infirmières. Mais je crois comprendre qu'il manque un peu d'infirmières au Québec. Donc, les pharmacies aussi vont pouvoir vacciner. Donc, c'est les modes qu'on prévoit présentement pour la saison grippale. Et donc, j'ai comme imaginé que, comme disait le professeur Cobbinger tantôt, il y aurait comme deux types de scénarios à prévoir pour la mise en place d'une vaccination contre la COVID. On reçoit très peu de vaccins au début parce que les compagnies viennent de recevoir le droit de distribuer la vaccination. Ils commencent à produire le vaccin. Je sais qu'il y a déjà des compagnies qui ont commencé à produire des millions de doses parce qu'ils savent que ça va partir vite. Mais chaque région va recevoir probablement très peu de vaccins. Donc, c'est là qu'il va falloir identifier les groupes cibles, essayer d'identifier les gens qui vont nécessiter le plus, qui vont bénéficier le plus de cette vaccination. Donc, ça serait probablement, selon les modalités habituelles, donc comme je mentionnais pour la saison grippale, ou ça peut être aussi par des équipes mobiles qui vont se rendre dans les CHSLD, donc dans les centres d'hébergement et de soins de longue durée, ou les résidences pour personnes âgées. Par exemple, on pourrait commencer par vacciner les personnes qui ont 80 ans et plus, puis ensuite les 70 ans et plus, et ensuite les gens qui ont moins que 65 ans avec des maladies chroniques. Et puis, plus tard,
quand les compagnies vont avoir commencé à produire beaucoup de vaccins et qu'on a une meilleure idée de quel vaccin arrive et qu'on commence à le connaître, bien là, on pourrait peut-être, je ne sais pas encore, développer des modèles de vaccination de masse. Juste pour vous donner une idée comment ça pourrait fonctionner, un centre de vaccination de masse, mais cette photo que j'ai prise en 2009 lors de la pandémie de la grippe A H1N1 illustre bien les différentes étapes de la vaccination qui s'appliquent aussi si c'est juste une personne qui se rend à son CIUS pour prendre avec un rendez-vous pour être vacciné. C'est à peu près les mêmes étapes, mais ça peut être fait aussi dans un centre de vaccination de masse. Mais il faut toujours s'entendre que cette année, la complication de la vaccination, c'est qu'il faut aussi respecter les mesures d'hygiène contre la COVID. Donc, il va falloir que ce soit des prises de rendez-vous, il va falloir respecter les mesures sanitaires. Puis ensuite, c'est toujours une évaluation, un triage. Est-ce que la personne est malade présentement? Est-ce qu'elle est dans le groupe ciblé pour la vaccination cette journée-là? Ensuite, on va lui donner de l'information sur la vaccination. On va l'inscrire. Puis on a un fichier maintenant qui a été développé depuis 4-5 ans, le Panorama, un système d'information en protection des maladies infectieuses qui va faciliter la chose. Donc, on n'a pas besoin d'inventer ce fichier, il existe, on est prêt. Ensuite, il va y avoir un questionnaire santé. Il faut toujours savoir si des gens ont des problèmes de santé pour bien réagir s'il y a des réactions locales directement au centre de vaccination de masse ou à la clinique. Il y a quelqu'un qui doit vérifier ce dossier-là, souvent une infirmière ou un médecin, mais probablement des infirmières. Et ensuite, on vaccine. Et par la suite, il y a une surveillance, un temps de 5 à 15 minutes, mais on ne veut pas rester longtemps. Cette année, pour la grippe saisonnière, dans certaines conditions, quand les gens ont bien réagi dans le passé au vaccin contre la grippe, quand il n'y a pas de réaction immédiate, la surveillance va être baissée à 5 minutes au lieu de 15 minutes. Et après ça, la personne va sortir et c'est à sens unique, ce corridor de 1 à 8, donc pour éviter le croisement des gens. Donc, ça donne une idée. C'est sûr que là, les deux problèmes, c'est les orientations fédérales et provinciales ne sont pas encore établies. Les gens commencent à discuter de tout ça. On a une idée de qu'est-ce qu'on a besoin de faire parce qu'on l'a vécu en 2009, sauf que la complication cette année avec cette pandémie, c'est qu'il risque d'avoir plusieurs vaccins disponibles. Peut-être qu'il va y avoir juste un vaccin au Canada, je ne sais pas, mais peut-être qu'il va en avoir plusieurs. Et la question des doses, comme on a mentionné tantôt, donc il va falloir faire un suivi des doses. Donc, si la personne a été vaccinée une fois, peut-être qu'elle va devoir revenir 3 ou 4 semaines plus tard pour recevoir sa deuxième dose. Alors, donc, ça résume un peu les propos que je voulais vous dire. Donc, moi, je suis encouragée. Je pense que c'est une voie de sortie. Ça va nous aider. Mais comme Dr. Cobbinger a dit, ça va nous prendre au moins 1 an, 18 mois avant de voir où on s'en va exactement. Merci beaucoup, Dr. Le Guerrier. C'est très clair. Donc là, j'ai plein de questions en tête et on va aussi avoir vos questions. Mais rapidement, là, juste pour rester encore dans les vaccins, on va revenir au traitement et à la prise en charge. Si je comprends bien, il y a plusieurs vaccins qui s'annoncent à l'horizon. On ne sait pas encore lesquels vont aboutir. Est-ce que, d'abord, le Canada a mis des options sur 6 vaccins. Est-ce que dans ces vaccins-là, il y en a qui sont proches d'arriver ou est-ce que ce n'est pas les bons candidats? Et puis même dans la vaccination aussi pour vous, Dr. Le Guerrier, est-ce que quand les gens seront vaccinés, ils sauront quel type de vaccin ils ont? Et est-ce que, par exemple, on aura de l'information quand vous dites que les vaccins sont efficaces, mais comment elle se mesure? C'est un taux d'efficacité en pourcentage? Est-ce que cette information-là, moi j'ai tel vaccin, il est efficace à 80%, une autre personne aura un vaccin qui est efficace à 75%. Est-ce que tout ça va être transparent ou est-ce que ça, c'est des données médicales et qui restent encore à valider avant de les diffuser? Non, absolument pas. Ce sont des informations qui vont être transparentes. Ça va venir des études qui ont été mentionnées auparavant, des études cliniques. On va avoir une idée de leur efficacité, de leur innocuité. Et puis, est-ce qu'on va avoir une idée aussi précise que ce vaccin protège à 80% ou 70%? Probablement pas au début, mais on va savoir que dans un groupe, il a eu un effet. Il a eu un avantage majeur.
Donc, oui, ça va être transparent. Les gens vont savoir quel vaccin qu'ils ont reçu et ça va être noté à leur dossier de vaccination. On a un dossier spécifique Panorama, ce n'est pas le dossier vaccination. Donc, depuis plusieurs années, tous les vaccins que vous avez reçus sont enregistrés dans ce dossier-là. Donc, même si vous ne savez pas quel vaccin vous auriez possiblement reçu, si vous retournez à une clinique de vaccination parce que vous êtes dû dans 3 semaines, eux vont savoir quel vaccin vous avez reçu. Est-ce que, Gary, vous voulez rajouter quelque chose sur les vaccins qui se profilent, ceux qu'on pourrait voir aboutir en début? Vous dites peut-être premier trimestre 21. C'est quoi les technologies? On en est où dans ceux qui pourraient arriver? Ou c'est trop tôt encore? Oui, c'est difficile de dire, mais on a vu des technologies, surtout qu'on appelle expérimentales. Ça veut dire qu'il n'y a pas de produits commerciaux qui existent présentement, comme les vaccins basés sur l'ARN, adénovirus aussi, ADN. C'est des vaccins qui ont avancé beaucoup plus rapidement que les autres. Donc, il faudra voir s'ils passent bien toutes les étapes. Pour l'instant, il faut, comme je le dis, un peu l'handicap qu'ils ont. L'avantage qu'ils ont, c'est la rapidité de progression. L'handicap, c'est qu'en étant des vaccins pour lesquels il n'y a pas de produit commercial de connu, ben, ça amène un peu plus quand même de questions. Et je pense qu'il va y avoir plusieurs points qu'il va falloir regarder comme il faut. On a moins d'expérience avec ces plateformes-là. On va voir. Il y a beaucoup de questions qui arrivent sur le chat. J'en ai une autre peut-être avant de passer aux questions du chat. Il y a des choses dont on a entendu parler dans les médias, et c'est peut-être pour vous, Nathalie, ou peut-être pour Michael Chassé. Moi, j'ai entendu parler d'un truc des Français, d'un spray qui fixe, qui va bloquer le récepteur ACE2 et donc bloquer l'entrée de la maladie. On entend parler aussi de gens qui parlent de rinçage à l'oxyde nitrique. Est-ce que ça, c'est des fantaisies? Est-ce que c'est du délire sur les médias sociaux ou il y a des choses là-dedans qui sont un peu prometteuses? Bah, écoutez, en tout cas pour ce qui est du spray pour bloquer le récepteur AC2, qui est le récepteur qui a été identifié comme étant celui sur lequel le virus SARS-CoV-2 se lie à l'entrée des cellules au niveau nasal et puis dans le tractus respiratoire. D'un point de vue stratégique, ça a beaucoup de sens. Si on bloque l'entrée du virus, on devrait bloquer sa multiplication. Est-ce que ça va fonctionner? Ben, c'est en cours de détection, mais le rationnel derrière cette stratégie-là est présent, sachant qu'en plus, dans le système respiratoire, l'avantage, c'est qu'on a quand même un système isolé du reste du corps. Donc, si on arrive à le bloquer dès l'entrée, après, est-ce qu'on devrait l'utiliser en préventif? Est-ce qu'il faudrait que tout le monde l'utilise tout le temps pour se protéger d'une infection? Si c'était le cas, ben là, on se retrouverait avec les mêmes problématiques d'accès, de doses qui sont disponibles pour toute la population tout le temps sur des mois. Donc, ça ne réglerait pas... ça ne serait pas si facile à implémenter, mais stratégiquement, ça fonctionne. Pour toutes les autres stratégies qui peuvent limiter l'entrée du virus et qui sont basées sur des données probantes, ben, sont en fait des voies qu'il faut évaluer en fait, parce que comme on a dit tout à l'heure, c'est un petit peu comme les vaccins, il faut avancer différentes pistes pour en avoir plusieurs. Puis pour les antiviraux, pour les médicaments, c'est la même chose, il faut suivre toutes les pistes qu'on peut suivre actuellement. S'il y a quelque chose qui marche, tant mieux. C'est pas des idées farfelues, non, pas du tout. Et justement, en termes de données probantes, il y a une question qui est arrivée. Quelles sont les données sur la relation entre la dose et la sévérité de la maladie? Est-ce que c'est vrai, on entend parler de ça, que la deuxième vague, bon, les gens finalement sont moins contaminés, ont des charges virales moins grandes, peut-être à cause du masque. Est-ce qu'on en est où là-dedans? Je laisserai Dr Kobinger répondre à ça. Écoutez, c'est principalement basé sur des expériences dans le milieu contrôlé, donc en laboratoire. Donc, c'est avec des modèles animaux où est-ce qu'on peut donner différentes doses. Il y a un modèle humain qui est en cours de développement aux États-Unis et en Angleterre. En Angleterre, ils sont plus près, je pense, de vraiment se lancer là-dedans. Pour l'instant, on a toujours vu une corrélation avec ce qu'on voyait dans les animaux et les humains, surtout quand c'est des animaux, des modèles animaux qui sont plus près de l'humain, par exemple les macaques. Mais en termes d'humains, ça retourne à des données épidémiologiques. En fait, où les gens, de façon épidémiologique, on peut voir qu'ils ont été possiblement et de façon
en termes statistiques, probabilité élevée soumis à une dose. Je mentionnais juste un peu plus tôt, il y a un article qui n'est pas encore paru, mais qui va paraître bientôt, où, en fait, ils ont étudié les travailleurs de la santé qui faisaient différentes actions, qui étaient en contact direct avec des patients. En fait, ceux qui font de l'intubation, par exemple, qui ont des contacts proches des voies respiratoires et qui sont donc soumis à des doses plus élevées, en regardant le port du masque, etc. En fait, la conclusion, c'est que les gens qui sont soumis à des doses plus élevées développent des symptômes plus sévères. C'est ce que l'étude conclut en bout de ligne. Donc, mais c'est quand même un peu indirect dans le sens que tant qu'on n'a pas le modèle qui va fonctionner chez l'humain, c'est pas comme dans les animaux où est-ce qu'on peut faire différentes doses qui donnent différentes pathologies, mais ou plus sévères, moins sévères. Mais c'est assez solide, en fait. Merci. Donc, le port du masque permet de réduire, normalement, c'est ça, l'infection. Donc, c'est une bonne chose. Il y a une question peut-être… Distanciation et tout. Distanciation, tout, pour avoir, quand on a le virus, le moins possible. Peut-être une question pour vous, Dr. Chassé. Il y a une personne qui se pose la question, comment sont transférés, là on a des chercheurs, comment le transfert des découvertes se fait avec le monde des hôpitaux, le monde clinique? C'est-à-dire, comment ce transfert se fait? Vous avez parlé, vous étiez dans les soins intensifs, vous étiez en première ligne. Comment vous pouviez vous alimenter pour suivre en continu un peu les derniers développements dans les traitements, dans les prises en charge? Il y a plusieurs façons. Premièrement, c'est sûr, moi aussi, je suis chercheur, donc je vais enlever un peu le… J'ai un petit conflit ici parce que je me tiens à jour aussi de ce côté-là. Mais Oui. de façon générale, il y a plusieurs façons. Il y a premièrement, tout simplement la mise à jour de chacun des cliniciens. Et ça peut prendre plus de temps. Puis des fois, les gens, ils soignent les malades, donc ils n'ont pas le temps de se mettre à jour. Donc, on a des instances, entre autres au Québec, comme l'INES, entre autres, qui donnent des recommandations, puis ils les distribuent quand même assez allègrement dans les milieux pour nous recommander ou nous guider dans ce qu'on devrait faire. Donc, pendant la pandémie, à tous les jours, presque, on recevait des mises à jour par le M3S, par l'INES de nouvelles évidences ou de nouvelles recommandations. Ensuite, il y a, puis là, ça, c'est nouveau, hein, c'est rare que c'est vite comme ça. Habituellement, ça prend plusieurs mois, plusieurs années avant de tout transmettre dans la communauté médicale. Puis là, ça se faisait au jour le jour. Donc, une étude sort, l'INES la regarde, émet une recommandation au ministère ou carrément public. Après ça, ça se diffuse dans les hôpitaux et on s'adapte. Puis l'autre chose aussi qu'on peut donner comme bon coup, le co-directeur justement du réseau pandémie qui était impliqué aussi à l'OMS, sont même en train de faire des processus de recommandation rapides sur les nouveaux traitements, les nouvelles évidences qui sont diffusées vraiment rapides. Donc, c'est le cas que la dexaméthasone, dans les journées qui ont suivi, un panel international s'est penché, ont émis des recommandations internationales et ça a été diffusé excessivement rapidement dans les milieux cliniques. Donc, il y a plusieurs méthodes, c'est multidisciplinaire, mais ce que je peux vous dire, c'est que dès qu'il y a une étude qui sort, c'est pas très long que c'est rendu sur la table de chevet des gens qui prennent soin des malades. Là. Oui, d'autant que beaucoup des gens sont aussi des chercheurs. Il y a une question intéressante peut-être pour vous, Dr. Le Guerrier, parce que vous avez parlé des groupes cibles et des priorités. Bon, vous avez parlé de la stratégie où on prend les plus vulnérables, bon, les personnes qui sont en première ligne dans les soins de santé, mais les plus vulnérables. Et il y a quelqu'un qui parle d'autres modèles qui proposeraient plutôt d'aller vacciner les gens qui sont le plus en contact avec la population, donc plus du côté des propagateurs. Est-ce que, d'après vous, c'est des modèles mathématiques que vous avez vus de votre côté? C'est certainement des écrits qu'on a vus dans la littérature. Oui, tout à fait. Tout dépend dans le fond, il y a deux variables ici qu'on ne contrôle pas, c'est quel vaccin va arriver, parce que le vaccin peut influencer les populations qui pourraient être ciblées pour cette vaccination-là. Alors, si un vaccin n'avait pas été testé sur des personnes âgées, difficile de suggérer que ce vaccin serait bon pour les personnes âgées. Alors donc, il y a encore beaucoup d'études qui doivent être faites pour pouvoir identifier ces personnes-là. J'ai vu cet écrit-là qui dit qu'on devrait cibler les personnes qui sont les plus à risque, entre autres, par exemple, les travailleurs de la santé. Mais ça dépend des quantités de vaccins qu'on va recevoir. Et ça, c'est des groupes au niveau fédéral et provincial qui vont se pencher sur les études, sur le nombre de vaccins qu'on va recevoir, qui vont essayer d'identifier quels gens pourraient profiter d'un vaccin, à quel moment, selon le vaccin qui est homologué et qui est disponible. Donc oui, c'est possible.
Il y a une autre question qui arrive un peu dans un autre ordre d'idées que celui des vaccins. On parle des effets, peut-être pour vous, Nathalie, on parle dans les autres effets de la COVID plutôt que sur le système respiratoire, sur le système sanguin. Est-ce que vous en avez entendu parler? C'est une question. Oui, ben en fait, c'est ce que j'ai mentionné dans la diapositive où je disais que c'était un virus effectivement respiratoire, mais qui a des effets au niveau cardiovasculaire et aussi multisystémique chez les patients qui arrivent vraiment avec une forme très, très sévère. Mais les effets cardiovasculaires font l'objet de beaucoup de recherches à l'heure actuelle. On a beaucoup de questions encore là-dessus, mais il y a certaines données, puis avec une de mes étudiantes dans mon laboratoire, on est en train d'écrire une revue là-dessus où on questionne, en fait, il y a quelques données qui suggèrent que le virus pourrait se retrouver même dans le cœur, par exemple, chez certains patients. Fait qu'il y a 2 ou 3 données, mais qui sont critiquées dans la littérature parce qu'il faudrait des résultats avec des méthodes plus précises pour pouvoir confirmer ça et plus de cas aussi pour pouvoir, puis peut-être que Dr Kobinger voudrait commenter là-dessus, mais ça reste des questions, mais ça fait l'objet de recherches intensives. Donc, peut-être que dans le grand public, on n'en parle pas encore, mais effectivement, c'est un champ de recherche qu'il faut évaluer le plus rapidement possible parce que ça a des implications au niveau clinique aussi et peut-être que Dr Chassé voudra commenter aussi. Mais effectivement, il y a des effets au niveau cardiovasculaire qui sont très nets par contre de ce qui est documenté. Après, entre ce qu'on voit dans les rapports de recherche et puis le nombre de personnes que ça touche en clinique, peut-être que là, notre clinicien pourra commenter effectivement, mais oui, c'est très présent dans les questions de recherche actuelles. Moi, je mettrais mon chapeau, pas de clinicien, mais d'épidémiologiste. Là, le problème qu'on a avec le COVID, c'est qu'on a eu beaucoup d'une pathologie, la même pathologie qui est arrivée soudainement. Beaucoup de cas. C'est-à-dire que dans une année, des pneumonies sévères comme ça, qui se retrouvent à ce qu'on appelle un ARDS, des poumons blancs, on en voit quelques-uns chacun par année d'habitude. Là, on en a eu, juste dans mon institution, plus que 100 aux soins intensifs dans le même 6 semaines. Là. Donc, ce que ça fait, c'est que même les manifestations rares, on les voit beaucoup. Okay? Plus que ce qu'on les verrait d'habitude. Donc, il faut vraiment rester méfiant de ce qui est une manifestation rare qui est attendue, en fait, dans ce genre de maladie-là. Pourquoi je dis ça, puis j'essaie de simplifier, c'est que l'influenza, là, ils font des problèmes de cailloux. Les gens qui font de la grippe, ils font des cailloux. Les gens qui ont la grippe ont aussi des atteintes au cœur, occasionnellement. Les gens qui ont des bactéries dans le sang ont aussi des atteintes au rein et l'insuffisance rénale. Okay? Souvent, en fait, c'est une des principales causes de mortalité aux soins intensifs, l'insuffisance rénale, sur à peu près toutes les infections qu'on a. Donc là, moi, ce que je dis aussi de faire attention, c'est de ne pas trop généraliser, de dire le COVID donne toutes ces maladies-là. Moi, ce que je vous dirais, c'est le COVID, c'est une maladie pulmonaire, à prédominance pulmonaire, qui, dans certains cas, va donner une atteinte dans d'autres organes, mais ça, ce n'est pas inhabituel. Tous nos virus presque donnent ça de façon rare. Maintenant, la vraie question, c'est à quelle fréquence? Est-ce que c'est un peu plus que d'habitude, un peu moins que d'habitude? Puis aussi, il faut faire très attention aussi, puis là, je parle à ma profession, de ne pas se mettre à traiter quelque chose parce qu'on pense en voir plus. Parce que des fois, traiter quelque chose peut donner des dangers aussi, puis des conséquences. Donc, l'histoire là, des cailloux, là, c'est inquiétant là, parce qu'il y a des gens, des fois, qui éclaircissent le sang chez les patients, beaucoup plus que la normale chez les patients qui sont atteints de la COVID. Mais il faut faire attention, peut-être qu'on va faire saigner ces gens-là aussi. Là. Puis, finalement, on sera en train de se rendre compte que les premières évidences d'éclaircir le sang, ça n'a pas l'air à changer grand-chose sur l'issue clinique de ces malades-là. Donc, oui, peut-être qu'il y a une atteinte des autres organes, sûrement, en fait. Maintenant, la question, c'est à quel point est-ce que c'est typique de la maladie ou que c'est typique d'avoir une infection virale en général? Merci beaucoup. D'ailleurs, je saute sur une autre question. J'en profite pour dire à ceux qui nous suivent, je ne pose pas les questions dans l'ordre, j'essaie de faire une conversation qui se suit. Comme il y a des effets un peu multiples de la COVID, comment on arrive à discriminer que quelqu'un est mort de la COVID? Est-ce que c'est parce que c'est vraiment un arrêt respiratoire lié au problème pulmonaire? Comment on peut discriminer alors que souvent c'est des personnes âgées qui ont d'autres pathologies? Est-ce qu'il y a vraiment, vous vous fiez sur les questions pulmonaires et non sur les autres problèmes causés?
Je peux peut-être commencer. En fait, c'est une excellente question qui peut être relativement simple à répondre dans la majorité du temps. C'est-à-dire que le patient, eh bien, il peut avoir un problème cardiaque, une insuffisance rénale, un problème de foie, etc. Il rentre, il y a une infection pulmonaire, on lui fait le test, il y a SARS-CoV-2, puis il décède d'une insuffisance respiratoire. C'est simple. SARS-CoV-2, infection pulmonaire, décès. Ça, c'est la majorité des décès en passant, là. Maintenant, il arrive des cas, je ne veux pas dire trop de détails, mais même moi, personnellement, ça m'est arrivé un patient qui rentre pour une toute autre chose. Finalement, son test revient positif. Mais ça, là, c'est une minorité. OK? Puis là, maintenant, s'il finit par décéder, ce patient-là, peu importe la raison, ce que moi, j'écris sur le constat de décès, ce n'est pas SARS-CoV-2. OK? Maintenant, est-ce que s'il a eu des complications aussi SARS-CoV-2, est-ce que je vais le mettre dans les autres causes potentielles qui contribuent au décès? Oui, mais la chose qui est demandée au médecin quand le patient décède, c'est qu'est-ce qui est la cause du décès du patient? Donc, s'il vient parce qu'il a eu une chirurgie au genou, finalement, on trouve le COVID par accident, puis il décède d'un problème relié à une complication chirurgicale, ce n'est pas le COVID la cause du décès. Maintenant, s'il vient pour une chirurgie au genou, il s'infecte à l'hôpital parce qu'il a été contaminé, puis il décède d'une pneumonie, la cause du décès va être le SARS-CoV-2, la pneumonie due à SARS-CoV-2. Donc, c'est 99 du temps relativement simple. Où ça devient plus complexe, c'est quand le patient arrive avec le SARS-CoV-2, ça ne semble pas si grave, puis finalement, il y a plein d'autres maladies, puis là, ça se met à faire plein de complications. Quelle est la vraie cause? Mais ça, je dois vous dire que c'est une minorité des situations. Effectivement, en santé publique, c'est une question importante. On a eu durant le printemps plusieurs personnes qui faisaient des enquêtes au sujet de cette question. Est-ce que la personne est décédée ou pas directement, ou est-ce que la COVID était la cause principale? Vraiment pas facile parce que souvent le clinicien, je suis très content, Dr. Chassé, que vous mettez que la cause principale. D'autres médecins mettaient que c'était très possiblement lié à la COVID. Donc là, nous, on est obligé d'aller chercher, fouiller le dossier, parler avec la famille, parler avec les médecins traitants, vérifier quel était l'état de santé du patient. Souvent, on est capable de vérifier est-ce que le patient était positif ou non quand il est décédé. Ce qui nous complique la vie des fois, c'est que le patient décède et son test est encore positif parce que maintenant, on sait que les personnes peuvent rester encore positifs longtemps, des fois jusqu'à 3 mois après avoir développé la maladie. Donc, le test dans ces situations ne nous aide pas du tout. Alors, donc, il faut vérifier toutes sortes de facteurs. On a vécu toutes sortes de situations où finalement, la personne n'est plus aux soins intensifs, est retournée à la maison et quelques jours plus tard meurt d'autres raisons. Alors, il faut démystifier tout ça et suggérer la cause principale. Merci beaucoup. Une autre question qui revient à quelque chose d'assez fondamental peut-être pour vous, Nathalie. On a découvert combien de variants au SARS-CoV-2, c'est-à-dire est-ce qu'il y en a beaucoup et est-ce qu'ils sont de pathogénicité, c'est-à-dire est-ce qu'ils sont tous aussi dangereux? Est-ce que ça a un affecte aussi pour la recherche de vaccins? Est-ce que le vaccin est capable de fonctionner avec tous ces variants? Le virus, comme on l'a dit tout à l'heure, les coronavirus en général et SARS-CoV-2 mutent très faiblement finalement. Mais si on fait le séquençage, par exemple, on en a entendu parler les derniers jours avec les discussions sur les réinfections potentielles ou pour déterminer si un patient a vraiment eu une réinfection, il faut qu'on fasse le séquençage du virus, puis on se rend compte que ce n'est pas exactement le même virus. Donc, il y a toujours des mutations, mais qui n'affectent pas vraiment, on ne parle pas de souches vraiment différentes. Il y a deux souches, à ma connaissance, puis là encore, Dr. Comminger pourra complémenter ma réponse, mais il y a deux souches majeures qui circulent. La souche qu'on a identifiée en premier en Chine, et ensuite de ça, il y a une autre souche qu'on a identifiée initialement avec les données qu'on a pour le moment, mais ça pourrait changer avec les informations futures, qu'on a identifiées initialement en Italie, en tout cas en Europe, quand le virus est arrivé là. Et puis, en Amérique, par exemple, on a toute la côte est ici où en fait on a eu la vague qui est arrivée par les voyages venant d'Europe et donc c'est la souche qu'on a eue ici. Puis l'autre souche qui venait plus de l'Asie par les voyages est arrivée plus par l'Ouest finalement en Amérique. Et la souche qu'on a eue ici, nous, depuis le début, c'est la souche dominante actuellement dans le monde.
Certaines données, il y a eu beaucoup de spéculations sur le fait que c'était une souche qui se propageait plus vite ou qui était plus dangereuse, qui était donnée de pathologies plus sévères. Les données actuelles, à ma connaissance, dans les modèles qui ont été testés, ne permettent pas de dire que cette souche-là crée une maladie plus sévère que l'autre souche. Mais je pense que Dr Cobinger aura certainement des éléments plus précis sur cette question. Dr Cobinger. Non, c'était fantastique. Moi, je suis à 100% avec Nathalie. Je vais juste ajouter que, et puis ça a été bien expliqué, je pense, par Dr Chassé, que il faut faire attention de ne pas faire des généralités avec les exceptions et de reconnaître les généralités et les exceptions. Dans le cas aussi vous savez, des variants, comme nous on les appelle, génétiques du virus, il va en avoir des centaines qui vont valoir la peine d'être analysés. Ça, c'est pour ne pas dire qu'il va y avoir des milliers qui vont être au début considérés. Mais en bout de ligne, ce qu'on voit, c'est que les différences sont très faibles d'un côté comme de l'autre, avec différents variants en termes de pathologie. Très, très difficile de les différencier dans les modèles animaux. Et c'est un bon signe aussi. En termes de vaccination, c'est des choses qui n'inquiètent pas du tout, qui n'inquiètent pas beaucoup. On ne sait jamais comment des choses vont évoluer en virologie. Ça pourrait faire un saut complet, mais pour s'évader complètement d'un vaccin qui attaque, qui couvre normalement au moins une protéine au complet dans les candidats qui avancent présentement, les chances qu'un variant vraiment s'échappe complètement d'un vaccin en termes de coronavirus, je ne parle pas du VIH, sont plus faibles. Je voulais juste ajouter, parce que j'ai vraiment aimé la question avec le sang versus les poumons. Vous savez, dans le sang, le virus n'est pas présent, sauf quand, dans les modèles animaux, en tout cas, quand la maladie est très sévère et on voit la dégradation de tissu pulmonaire qui se retrouve dans la circulation sanguine. Là, c'est sûr, on peut détecter un peu. Mais là aussi, comme ça a été très bien expliqué, c'est faire attention de ne pas faire de généralité, en fait, et de reconnaître les exceptions. C'est des situations qui sont plutôt rares. Merci. Peut-être une petite question, mais là, je reviens sur quelque chose dont vous avez parlé au début. Parce que justement, on dit qu'il y a des gens qui se réinfectent, que le nombre d'anticorps n'est pas toujours très élevé, que l'immunité, la durée de l'immunité, est-ce qu'avec un vaccin, on a une idée dans les vaccins qui se profilent à l'horizon, la durée qu'il pourrait avoir? Est-ce qu'il faudrait un rappel ou 6 mois, ou alors là, on serait mal parti? Ou est-ce qu'on peut espérer des vaccins qui nous protègent un peu plus longtemps? Oui, bon, je pense que pour chaque plateforme, il va falloir que ça soit établi. Quand on parle d'une dose, en passant, souvent, c'est des vaccins qui durent un peu moins longtemps, qui ont besoin d'un rappel. Ça, c'est encore une généralité. Mais là aussi, il faut faire attention de ne pas faire, de prendre ces exceptions-là. Vous savez, on approche du 40 millions. Il n'y a pas beaucoup de cas décrits qui sont des réinfections. Très peu, en fait. Il n'y a pas longtemps, on était à une douzaine ou environ. Vous faites le calcul, c'est vraiment très rare. Ça ne veut pas dire qu'ils sont tous détectés, évidemment. Il y en a plein qu'on doit manquer. Mais de notre côté, on est aussi une population très hétérogène au niveau génétique, etc. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas un système immunitaire qui est, ce qu'on pourrait dire, dans la normalité des choses. Il y a des gens, il y a un cas sévère qui vient d'arriver, vient d'être décrit, qui est quelqu'un qui est tombé en maladie très sévère, même mort, après une première infection, donc le deuxième contact, mais c'est quelqu'un qui venait juste de recevoir un traitement de chimiothérapie, donc qui a affecté la réponse immunitaire. C'est des choses qu'on peut s'attendre à voir, qu'on a vues avant dans le passé. Mais encore, c'est des cas d'exception, ce n'est pas des cas de... Pensez-y, s'il y avait vraiment une immunité si handicapée que ça rapidement, qui tomberait, ensuite, on aurait des millions de gens qui seraient réinfectés présentement. Pas une douzaine ou même si on irait à une centaine. Merci beaucoup. Qui n'est pas le cas. Merci. Il y a beaucoup de questions qui arrivent, donc on va tranquillement de toute façon s'acheminer vers la fin, mais peut-être quelques questions rapidement. Justement, il y a beaucoup de gens qui se posent des questions, et ça a été posé, pourquoi on est parmi les pires au Québec, pourquoi on fait si mal? Qu'est-ce que vous pensez de modèles de pays comme la Suisse, par exemple, qui a eu des mesures sanitaires moins contraignantes, mais qui a moins de cas? Est-ce que c'est un comportement?
Est-ce que c'est la façon dont la santé publique a géré ça ou est-ce que c'est aussi des vulnérabilités génétiques? Est-ce qu'on parle de vulnérabilité génétique de population? On a lu toutes sortes de choses, de gens qui avaient peut-être le gène néandertalien qui prédisposait et tout ça. Vous pensez quoi de tout ça? Oh là là. Oh là là, oui. Je voudrais vous dire que c'est mon ami Laurent Kaiser, le chair du département de maladies infectieuses à Genève, qui est responsable de leur bonne fortune. Mais en fait, il y a beaucoup de différences. Il y a plein d'hypothèses que vous avez mentionnées. Je pense qu'ils n'ont pas de réponse pour l'instant, mais ça va être intéressant de voir comment ça va évoluer. Je parle surtout du bagage génétique des Européens ou des Suisses par rapport aux Québécois. Mais je pense qu'il y a des facteurs sociaux ou sociétals définitivement qui peuvent jouer. Par exemple, en passant au Québec, au mois de mars, il y en a eu pas mal de gens qui sont allés en Europe alors qu'il y avait de la transmission qui était détectée, notamment en Italie. Il y a eu aussi beaucoup de Québécois qui sont partis aux États-Unis où il y avait de la transmission qui n'était pas comme telle détectée, mais qui était certainement en cours aussi. Ça a été malheureusement un événement où, dans la semaine de relâche, il y a eu beaucoup d'événements de gens qui sont revenus infectés, qui ont contribué à l'établissement de l'accélération de l'établissement de la transmission dans la population. Mais en passant en Suisse, où ils ont aussi un très bon système de santé comme au Québec, ils sont aussi beaucoup plus compartimentalisés socialement. Il y a Genève, il y a la Suisse française, la Suisse allemande, etc., etc. Évidemment, ils échangent, ils voyagent. Mais je ne sais pas jusqu'à quel point, puis je lance ça comme ça, je n'ai pas de chiffre là-dessus, mais je me demande jusqu'à quel point, justement, leur compartimentalisation sociale a peut-être facilité ou entravé l'étendue de la transmission dans la société. Merci. Mon point de vue. Moi, je rajouterais peut-être un petit élément là-dessus. Si on parle en nombre de cas, c'est une chose. Si on parle en termes de décès, je pense qu'une des particularités qu'on a eues au Québec, c'est qu'on a eu deux phénomènes, en fait. Il y a tout ce qui s'est passé dans les CHSLD, les maisons de personnes âgées, les résidences de personnes âgées, où là, en fait, on a eu beaucoup de décès, on a eu une flambée, une transmission de par la façon dont ça fonctionne. Mais dans le reste de la population et nos systèmes de santé, nos hôpitaux pour les gens qui ont eu besoin d'aller dans les hôpitaux. Dans ce point de vue-là, je pense qu'on a bien fait comme beaucoup d'autres pays. Je pense que notre système a quand même bien fonctionné. Ce qui n'a pas fonctionné, c'est de protéger nos personnes âgées vulnérables, ce qui est probablement une particularité sociétale. Je ne sais pas comment ça fonctionne en Suisse. Est-ce que les gens sont plus à domicile? Est-ce qu'ils sont plus dans leur famille? C'est des particularités qui sont différentes d'un endroit à l'autre. Même à l'échelle du Canada, on fonctionne différemment. On a des particularités de ce point de vue-là. Et je pense que ça a probablement contribué pour la première vague, au moins, en espérant qu'on ait appris de tout ça puis qu'on change les choses pour cette deuxième vague. Mais ça a probablement été un effet, en tout cas pour le printemps. Et moi, j'ajouterais que oui, il y a probablement plusieurs facteurs pour répondre à cette question. Je pense qu'un des facteurs qu'on remarque de plus en plus, c'est que on a vu comme au début de l'été qu'il y avait une augmentation de cas chez les jeunes. On pensait que c'était peut-être relié au fait qu'ils fréquentaient davantage les bars. Alors, ce qu'on s'aperçoit de plus en plus, c'est qu'il y a un petit pourcentage de gens qui ont tendance à le transmettre à beaucoup d'autres, des événements de super transmission, si vous voulez. Et ça prend des conditions particulières. Ça prend beaucoup de personnes qui sont à l'intérieur, donc une ventilation qui est moins bonne, et des personnes qui soit tous chantent ou crient, comme on a vu par exemple dans ce bar de karaoké à Québec, où il y a eu un nombre très impressionnant de cas secondaires. Donc, c'est dur de répondre à la question de façon claire. Il y a plusieurs facteurs, dont celui-là que je mentionne et que les autres ont mentionné. J'enchaîne sur une question qui a été posée il y a un certain temps sur justement les écoles. Est-ce que les enfants, qui sont souvent asymptomatiques, ça c'est beaucoup de parents se posent ces questions-là, peuvent être des gros propagateurs justement?
La question n'est pas claire encore. Probablement que non. On sait que les enfants peuvent attraper l'infection. Ce qu'on a vu beaucoup, c'est que les professeurs, je veux dire, le virus circule dans la population, ce qui fait que des enfants peuvent l'avoir attrapé de leurs parents, de d'autres personnes. Les professeurs peuvent l'attraper d'amis en dehors des classes et se rendre en classe et peuvent le transmettre aux enfants. Est-ce que les enfants sont des grands transmetteurs? C'est pas clair encore. La littérature semble dire pour l'instant que non. C'est à voir, c'est à suivre. Je vous remercie beaucoup. Là, je sais que certains de nos invités doivent partir, notamment Dr Cobinger. On pourrait poursuivre la discussion. J'ai encore plein de questions et je m'excuse auprès des participants. Je n'ai pas pu poser toutes les questions. Il y a des questions aussi qui ont été sur les tests à domicile et tout ça. Bon, on n'a pas fini de parler de la COVID, c'est ce que je vois. J'espère que les nouvelles vont être de plus en plus bonnes et que autant pour les traitements, la prise en charge que pour le vaccin qui va arriver et qu'on vaccinera tout le monde et qu'il n'y aura pas de problème. Donc, je vous remercie, Nathalie Granvaux, Michael Chassé, Gary Cobinger et Paul Le Guerrier, d'avoir accepté de faire cette discussion. Je sais que vous êtes occupés, vous êtes sur le front clinique ou de la recherche. En tout cas, vous mangez de la COVID, vous travaillez jour et nuit là-dessus. Et merci de le faire d'ailleurs, parce qu'on a tous envie que ça avance. Hein. Et je vous remercie d'avoir pris le temps de discuter avec tous les gens qui nous ont suivis. Je remercie tous ceux qui nous ont suivis. Je rappelle le petit message. Vous pouvez bien sûr vous inscrire sur la liste de diffusion du Cœur des Sciences. Vous pouvez bien sûr faire un don au Cœur des Sciences et vous pouvez bien sûr vous inscrire aussi à notre chaîne YouTube. Et je vous remercie de nous avoir suivis ce soir. Bonne soirée.